Donc, merci beaucoup de m'avoir permis de participer à ce colloque. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Donc, je me lance tout de suite. Éducation du regard et éducation du jugement dans les recherches empiriques de Goethe. L'importance du visuel dans l'œuvre de Goethe. Pour comprendre l'interprétation goethéenne de la notion de Bildung, il faut se pencher en particulier sur son roman d'apprentissage, Les années de voyage de Wilhelm Malz. Goethe y accorde une place importante à l'éducation artistique, mais aussi, de manière plus générale, à la pratique et à la rencontre quasi charnelle avec la matière. Or, il ne faudrait pas oublier que cette idée de formation inclut également celle de la recherche scientifique comme lieu d'investigation et de réflexion. L'enjeu y est double, puisque dans l'exploration de la matière et du vivant, l'homme est également à la recherche de sa propre place au sein de la nature. Les recherches empiriques de Goethe furent nombreuses et variées, ancrées dans le contexte d'une importante effervescence des sciences de la nature. Grand collectionneur de minéraux, de végétaux, de fossiles, d'objets techniques au service de l'observation et de la mesure, et minutieux observateur, Goethe a élaboré une approche scientifique souvent prolifique. Goethe, qui n'a jamais entrepris d'investigation philosophique systématique, a écrit relativement peu d'essais purement théoriques sur sa méthode scientifique. Il comprend toujours le phénomène comme développement dynamique de la matière, ce qui fait écho au processus ouvert de la Bildung. Pour comprendre les usages qu'il fait de l'idée de phénomène centrale dans ses recherches, il faut donc se référer aussi bien à ses écrits théoriques qu'aux écrits qui rendent compte des résultats de ses recherches, comme par exemple son essai sur la métamorphose des plantes ou son traité des couleurs. Donc la Farbenlehre. D'autre part, Goethe accorde une grande place à l'ordre visuel dans son œuvre, c'est-à-dire à la fois dans son œuvre littéraire, autobiographique et scientifique. Les arts visuels, en particulier le dessin et la peinture, occupent une place prépondérante dans ses préoccupations esthétiques, et il était lui-même un dessinateur et peintre amateur très enthousiaste et abondant. Si Goethe s'est intéressé à l'aspect physique des couleurs, et par là à la théorie de Newton, c'est à travers son intérêt pour le coloris et les règles d'harmonie chromatique en peinture. En ceci, son fameux voyage en Italie, entre 1786 et 1788, aura été pour lui l'occasion d'un intérêt approfondi pour ces questions, et c'est d'abord son échange avec des peintres qui le mène à des recherches empiriques méthodiques telles qu'on les pratique dans les sciences de la nature. Son intérêt esthétique pour le visuel se transforme en un souci aigu de l'observation des phénomènes dans l'ordre des recherches empiriques. Donc, dans un premier temps, je montrerai à l'aide de 3 exemples issus de 3 domaines de recherche de Goethe comment la question du regard se pose, donc le regard au sens littéral, et comment Goethe allie son regard d'esthète et son regard de scientifique au sein de ses recherches empiriques, ce qui donne naissance à une épistémologie originale. Dans un second temps, je pose la question: comment éduquer le regard? Donc éduquer, bien évidemment, au sens de bilden. En développant un aspect très particulier de son traité des couleurs. Mon but est de montrer, d'une part, l'importance du regard dans les sciences de la nature, elle-même constitutive d'un projet de formation, au sens de la Bildung, et d'autre part, de donner l'exemple d'une impasse dans laquelle tombe Goethe, sans pour autant renier le caractère original et fructueux de son approche épistémologique et de sa philosophie de la nature.
Donc, premièrement, la méthode empirique de Goethe, une épistémologie visuelle, voire esthétisante. Donc là, épistémologie visuelle, je l'ai mis entre guillemets parce que j'emprunte cette expression à Maï Lequan et j'ai mis une petite bibliographie indicative dans l'exemplier. Voilà. Donc, une épistémologie visuelle. Je commence par la botanique de Goethe. Donc assez rapidement, je m'intéresse à un point très particulier. Goethe, dans ses recherches botaniques, avait développé l'idée qu'il y aurait... Alors d'abord, il a employé le terme de Urpflanze, qu'ici j'ai choisi de traduire par plante matricielle. Plus tard, il abandonnera ce terme pour plutôt parler de plantes symboliques. Mais enfin, en tout cas, l'important, c'est l'idée qu'il est à la recherche d'une plante qui contiendrait tous les éléments essentiels d'une plante, à partir de laquelle pourraient se développer toutes les autres plantes, ou à partir de laquelle on pourrait penser et concevoir toutes les autres plantes. Donc, au départ, il était un peu vraiment à la recherche de cette plante. Elle doit bien exister quelque part. Et après, c'est devenu plus abstrait. C'est devenu plus dans l'ordre des idées qu'on pourrait en faire une idée. Voilà, qui permettrait d'avoir un paradigme, finalement, de la botanique. Dans un texte qu'il appelle Glückliches Ereignis, heureux événement, il raconte comment s'est fait finalement le rapprochement avec Schiller, qu'il connaissait, on va dire, de vue, et puis il y a un moment où ils se sont rapprochés plus concrètement et où ils ont débattu, entre autres, de cette plante symbolique. Et donc, Goethe raconte lui-même qu'il lui fait un dessin, et Schiller lui répond « mais ce n'est pas une expérience, c'est une idée ». Et Goethe répond « mais cela me convient tout à fait d'avoir des idées sans le savoir, et même de pouvoir les voir avec mes yeux ». Je continue le récit de Goethe. « Aucun de nous deux ne pouvant se déclarer vainqueur, tous deux nous nous tinrent pour invincibles. » Des phrases comme celle-ci me plongeaient dans le désarroi. Comment une expérience pourrait-elle jamais être à la mesure d'une idée, car c'est justement le propre de cette dernière qu'aucune expérience ne saurait jamais lui correspondre. S'il tenait pour une idée ce que moi je considérais être une expérience, alors il devait bien y avoir une instance qui permette la médiation, le rapport de l'une à l'autre. Voilà, donc ça c'est le récit de Goethe qu'il fait de cette discussion avec Schiller. Donc là, ça met bien en évidence la tension qu'il y a entre l'expérience sensible, qui occupe une place absolument centrale dans les recherches de Goethe, qui va toujours se référer au sensible et au sens, et l'approche bien plus kantienne de Schiller, qui va mettre en garde finalement Goethe justement sur cette différence à faire entre l'expérience sensible et l'idée qu'on s'en fait. Et Goethe va en permanence se débattre avec cette tension, parfois avec succès, et parfois il va tomber lui-même dans des impasses, comme ce que je vais chercher à montrer tout à l'heure. Et aussi cette notion de médiation, das Vermittelnde, entre l'idée et l'expérience, Goethe va le développer à travers une méthode de la variation des phénomènes. Donc que ce soit en botanique ou pour les couleurs ou en chimie ou dans d'autres domaines, il va sans cesse dire il faut faire varier les points de vue, il faut faire varier les expériences, faire varier les phénomènes pour trouver un fil conducteur et l'essence finalement du phénomène. Et donc là aussi, on a cette idée de déploiement qu'il
faut laisser les phénomènes se déployer dans leur totalité pour pouvoir les comprendre. Donc, ensuite, donc une autre citation, cette fois qui est issue de la traduction de la première partie du traité des couleurs, la partie dite didactique, enfin c'est lui-même qui l'appelle comme ça. La couleur est un phénomène naturel élémentaire pour le sens de l'œil qui se manifeste, comme les autres, à travers la division et l'opposition, le mélange et l'union, l'élévation et la neutralisation, la transmission et la dispersion, etc. Et c'est sous ces formules générales de la nature que la couleur peut être regardée et saisie de la meilleure manière. Donc là, c'est angeschaut und begriffen. Donc on a vraiment toujours cette parallélité du regard, de l'observation et de la dimension intellectuelle de l'entendement qui va saisir le phénomène. Je passe à le deuxième exemple qui est issu, et là je vais montrer une image, hop, qui s'affiche. L'exemple des couleurs chaudes et des couleurs froides comme éléments structurants du traité des couleurs. Donc là, pour comprendre cette image, ça c'est issu des Beiträge zur Optik, donc les écrits sur l'optique qui datent d'avant le traité des couleurs. Donc là c'est 1781-82. Et Goethe invite le lecteur à faire ses propres observations. Et d'ailleurs, on ne comprendrait pas du tout le traité des couleurs si, en effet, on ne prend pas la peine de faire ses propres observations. Et donc, là, vue subjective. En fait, ce qui est donné à voir, c'est si on prend un prisme de verre, donc il y en a qui se trouvent à 5 €, donc c'est pas compliqué à trouver. Et qu'on regarde, donc c'est toujours une question d'angle, de distance, et qu'on regarde sur la première image à gauche à travers ce prisme directement, et ben, il y aura des spectres partiels, en allemand c'est Kantenspektren, qui vont apparaître. Donc là, à la lisière entre le blanc et le noir, et ça va donner une image à peu près comme ça, avec d'un côté les couleurs froides, avec le bleu, le violet, de l'autre les couleurs chaudes, avec le jaune et le rouge. Et en fait, ça va servir de fil conducteur à Goethe. Et comme il fréquente les peintres et tout ça, et forcément il entend parler de ces couleurs chaudes et couleurs froides, qui étaient effectivement un paradigme assez important dans les théories picturales de l'époque. Et il va retrouver cette opposition en faisant des essais avec le prisme. Donc là, ça va vraiment lui servir de point de départ pour toute sa recherche avec les couleurs. Et en outre, alors une autre chose qui est caractéristique pour les recherches empiriques de Goethe, c'est qu'il va donner une interprétation philosophique des phénomènes observés. Donc dans ce contexte de la naturphilosophie. Et par exemple, concernant... Alors, il y a deux concepts qui sont vraiment majeurs dans la philosophie de la nature de Goethe. Ça va être la polarité et l'intensification. Donc en allemand, Polarität und Steigerung. Et là, en fait, il va interpréter ça. Alors la polarité, je pense que c'est assez intuitif. Il y a cette idée d'opposition. Donc d'une part la polarité entre la lumière et l'obscurité, et d'autre part la polarité chromatique, puisque là on a des groupes de couleurs qu'on peut voir comme opposés qui apparaissent. Et l'intensification dans l'ordre chromatique
pour Goethe, ça signifie toujours une intensification vers le rouge. Donc en fait, là, il va dire que le bleu clair là, qui apparaît en haut, il va s'intensifier vers le rouge, donc vers le violet, et le jaune va s'intensifier vers le rouge, donc vers l'orange. Et ça va lui permettre de structurer les phénomènes de couleurs, en particulier ceux qui apparaissent, les couleurs prismatiques. Voilà, là on a toujours les spectres partiels, mais en vue intersubjective. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, Goethe reprend à Newton cette idée que justement quand on travaille avec le prisme, donc tous les deux ils vont parler d'essais subjectifs ou objectifs. Moi je préfère employer le terme d'intersubjectif parce que simplement ça veut dire que plusieurs personnes peuvent observer le phénomène à la fois, alors qu'évidemment si je tiens le prisme devant mon œil, il n'y a que moi qui peux voir ce que je vois. Donc ça, cette illustration, je l'emprunte au livre de Olaf Müller qui se trouve dans la bibliographie. Et donc ça, c'est le résultat d'une photographie qui a été faite en laboratoire, donc avec un énorme prisme, un énorme projecteur, et voilà, montré de manière intersubjective. Et en fait, Goethe va énormément jouer avec les différentes perspectives, avec les différentes compositions. Donc là, l'image d'avant, on avait plutôt l'idée d'un côte à côte. Là, on a plutôt l'idée d'un face à face, avec la troisième image qui est un peu le résultat des deux premières mises ensemble. Et ce qui est très important aussi dans l'épistémologie goethéenne, c'est que ce sont toujours des images qui apparaissent. Il va être un peu contre le paradigme des rayons de Newton, qui va être très géométrique, très mathématique, et lui, il va préférer toujours parler d'images. Ensuite, je voulais évoquer l'exemple de la météorologie de Goethe. Donc, assez rapidement, l'approche de Goethe va être d'abord celle d'un esthète qui va énormément observer, qui va chercher à représenter, surtout avec des aquarelles, les phénomènes atmosphériques, donc en particulier les nuages. Puis, dans les années 1820, il va découvrir en fait cette typologie des nuages que fait Howard. Et pour lui, ça va être une sorte de révélation, dans le sens où il voit qu'on peut nommer et classifier ces apparitions extrêmement changeantes et éphémères que sont les nuages. Et donc dans la météorologie de Goethe, juste rapidement, il y a une idée aussi de respiration du globe terrestre qui peut paraître un peu bizarre, mais pour recontextualiser, en fait, Goethe avait développé cette idée parce qu'il était contre l'idée d'une influence extérieure sur la Terre. Donc, ni les planètes, ni la Lune, ne sauraient avoir d'influence sur ce qui se passe sur la Terre dans l'idée de Goethe. Donc, il va développer l'idée d'une sorte de respiration de globe terrestre, ce qui va rejoindre un peu son idée de polarité qu'on retrouve un peu partout dans ses recherches des sciences de la nature. Et le critère de la pression atmosphérique va être central pour lui. D'où l'importance du baromètre comme instrument de mesure dans la météorologie de Goethe. Et là, de nouveau, dans la bibliographie, je renvoie à l'article de Mai Le Quan sur la météorologie selon Goethe, où elle montre vraiment ce passage du regard
de l'esthète au regard scientifique. Et sachant bien sûr que les deux ne sont jamais séparés en réalité chez Goethe. Bien. Je passe à la question comment éduquer le regard, puisqu'il est si important. Donc, Goethe emploie ce terme de Vorstellungsarten, qu'ici j'ai traduit par habitude de penser. Donc, c'est vrai que chez Goethe, parfois, on retrouve des traits un peu baconiens dans son épistémologie, dans le sens où, dans le Novum Organum de Bacon, de 1620, on retrouve l'idée que pour mener une recherche scientifique, il faut se débarrasser des idoles, c'est-à-dire des idées préconçues qu'on a et qui nous empêchent de voir les phénomènes et de comprendre les phénomènes tels qu'ils sont. Donc chez Bacon, on a une typologie des idoles, de la tribu, de la caverne, de la place publique et de la scène. Et voilà, on retrouve un peu cette idée chez Goethe, certes de manière moins détaillée que cette typologie qu'on retrouve chez Bacon. Donc là, je vais donner de nouveau une citation de Goethe qui date d'après son traité des couleurs. Oui, parce que pour Goethe, il intègre en fait à ses recherches sur les couleurs une histoire de la théorie des couleurs. Ça aussi, c'est un aspect très important pour lui, c'est pour comprendre la science, il faut faire une histoire de la science. Et il a rassemblé des théories, des théories sur les couleurs qui est toujours une très bonne référence finalement pour l'histoire occidentale sur les couleurs. Donc il écrit « Une histoire de la théorie des couleurs sera nécessaire avant toute chose, du début du siècle jusqu'au dernier jour, et je vais essayer de traiter mes adversaires, donc les tenants de la théorie de Newton, je vais essayer de traiter mes adversaires comme si nous avions déjà dépassé depuis longtemps la région du clignement des yeux et de l'opinion, pour rejoindre celle où l'on regarde et reconnaît. » Donc de nouveau, on a vraiment cette parallélité entre le regard et l'entendement. En allemand, c'est beaucoup plus élégant parce qu'il prend des verbes substantivés. Donc on a blinzen und meinen, donc le clignement des yeux et l'opinion d'un côté, et schauen und erkennen de l'autre, donc la vision claire et la connaissance de l'autre côté. Ensuite, je voulais évoquer rapidement aussi l'ouvrage de Sabine Schima, qui est de nouveau dans la bibliographie, qui est donc paru en 2014 et qui a ce très beau titre Blickbildungen, donc formation au pluriel du regard, et où elle a travaillé en fait sur les méthodes, à la fois les méthodes de recherche et les méthodes didactiques de Goethe dans ses recherches sur les couleurs, et où elle fait une étude assez approfondie des instruments et des moyens qu'a utilisé Goethe dans toute cette recherche, et où elle a une approche aussi très critique en quelque sorte, où elle montre qu'il y a tout un nombre de stratégies qu'emploie Goethe pour accompagner le regard de son lecteur. Donc d'un côté, il promeut toujours une épistémologie, on va dire, des sens. Il y a presque une croyance, croyance presque naïve en la vérité des sens nus. Donc ce que nous disent les sens ne peut que être vrai parce que ça nous vient directement de la nature. Et en même temps, il y a toute une stratégie
qui est mise en place, très consciente pour justement accompagner ce regard. Et donc, formation du regard, c'est à la fois l'idée qu'il y a une éducation du regard qui a lieu, et en même temps que c'est le regard lui-même qui donne forme à ce qu'il voit. Donc ça va dans les deux sens. Donc là, j'en viens au traité, à un aspect, bon là c'est un point assez précis, mais qui finalement est assez important, je pense, dans le traité des couleurs de Goethe de manière générale. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de rentrer aussi un peu dans le détail. Donc tout d'abord, très rapidement, en théorie des couleurs, on parle aujourd'hui de mélange soustractif et de mélange additif de couleurs. Donc ça, c'est une notion qu'on doit à Helmholtz, donc finalement peu après Goethe. Et ça reste toujours des simplifications dans le sens où les gens qui travaillent concrètement avec les couleurs, que ce soit en peinture, en lumière, ou en imprimerie, ou en teinture, diront toujours que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, donc là, on simplifie quand même beaucoup. Donc en gros, là, cette photo, je l'emprunte à l'ouvrage édité par Troy Vine, Experience Color, où donc en fait ce qu'on voit au milieu là c'est un miroir, et en fait c'est une installation faite avec des projecteurs et des filtres colorés, donc qui permettent un peu de voir la complémentarité. Donc à gauche on a les couleurs, les mélanges dits soustractifs, donc ce qu'on connaît un peu de la peinture. Donc en gros, si je mélange toutes les couleurs, à la fin il y a du noir. On va du clair au foncé. À droite, on a les couleurs dites additives. On ajoute de la lumière et on part de couleurs finalement plutôt sombres. Et si on les mélange toutes, ça donne du blanc. Donc, sans rentrer dans les détails, les écrans fonctionnent beaucoup avec ça. Et donc, si d'un point de vue phénoménologique et esthétique, ça ne pose pas de problème de parler des couleurs de manière assez abstraite, dès qu'on rentre dans ce genre de considération et dès qu'on rentre dans les expériences, ça devient impossible d'en parler de manière abstraite. Ce que je veux dire par là, c'est que si je dis le bleu et le jaune donnent du vert, eh bien, il y aura toujours un oui, mais mais si on parle de filtres colorés ou si on parle de pigments. En revanche, si je parle de lumière, ça ne marche plus. Donc, et j'évoque ça parce que c'est justement un petit peu le travers dans lequel tombe Goethe, comme beaucoup d'autres. Mais enfin, du coup, ça le mène à certaines contradictions. Donc là, je vais présenter rapidement l'ontologie des couleurs de Goethe. Donc ça, c'est un dessin de la main de Goethe. Je crois que c'est 1809. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1804. Donc chez Goethe, ce qui est important, c'est que les deux couleurs simples, je ne dis pas primaires, mais les deux couleurs simples, c'est le jaune et le bleu, qui vont être les premières couleurs qui apparaissent. Donc là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais juste peut-être pour donner juste un petit exemple. Par exemple, en gros, le ciel il est bleu, le soleil il est jaune. Et ça va être aussi un des très nombreux exemples empiriques que va prendre Goethe. Donc l'idée, c'est que le bleu, il naît de l'obscurité. L'univers autour de la Terre, a priori, il est obscur, mais le ciel, il nous apparaît bleu. Et le jaune va apparaître de la lumière blanche.
Voilà, donc ça va être les deux points de départ. Après, il va y avoir les deux couleurs intensifiées. Donc là, on avait la polarité entre les deux premières couleurs. Après, on a cette idée d'intensification, donc dans l'ordre chromatique vers le rouge, donc avec le violet et l'orange. Et après, on a en bas le vert et en haut ce que Goethe appelle le pourpre ou le rouge pur. Et où là, on va avoir des couleurs mélangées, on va avoir des synthèses en fait. Donc, des couleurs réunifiées. Et du coup, le cercle se ferme. Et l'ontologie des couleurs de Goethe, donc de nouveau, il n'emploie pas le terme d'ontologie des couleurs, ça c'est moi qui l'emploie. Donc voilà, l'ontologie des couleurs de Goethe se base vraiment sur ces 6 couleurs. Et là, voilà, donc le vert en bas, bon, on comprend assez bien le bleu et le jaune qui se mélangent, qui donnent du vert, comme on le connaît en peinture. Et là, il y a cette tension avec les couleurs, les mélanges additifs et soustractifs qui vient en jeu, parce qu'en fait, il va dire que d'un point de vue prismatique, enfin, on comprend, quand on refait les expériences, on comprend ce qu'il veut dire, que d'un point de vue prismatique, le violet et l'orange se mélangent vers ce rose clair qu'il appelle pourpre. Et du coup, ça lui permet en fait d'avoir une espèce de symétrie. Il va dire, tout comme le vert est une couleur de synthèse, une couleur de réunion, le pourpre en haut aussi est une couleur de synthèse. Et en bas, il va surtout se référer à ce qui se passe en peinture. Et en haut, il va surtout se référer à ses expériences prismatiques. Tout en traitant les couleurs un peu comme des entités abstraites, où finalement le vert est un peu... où toutes les couleurs en fait sont comme séparées de la matière. Ce qui va avoir son intérêt en esthétique, mais dans la théorie physique va l'amener à des contradictions. Donc voilà pour l'ontologie des couleurs de Goethe. Et enfin, j'en viens au vert. Donc là, le vert prismatique et les mélanges de pigments comme pierre de touche dans l'interprétation des phénomènes chromatiques. Donc Goethe, dans sa théorie, dans sa critique de la théorie de Newton, entre autres, il va toujours revenir sur le fait de cette idée de... donc chez Newton, il y a cette idée que la lumière blanche est physiquement hétérogène, c'est-à-dire qu'elle est composée de rayons de lumière qui sont physiquement différents et qu'on peut mettre en évidence grâce à la réfraction, grâce au prisme, et ce que nous, avec notre œil, on voit avec ces différentes couleurs. Ça, c'est une représentation qui reprend un schéma de Newton. Et là, ce dessin, je l'ai pareil de l'ouvrage de Olaf Müller. Donc là, là, on est dans le paradigme newtonien, où dans la chambre noire, grâce au prisme, on va mettre en évidence le fait que la lumière blanche contient en fait une multitude de rayons qui sont physiquement différents, et ce qui a entre autres pour effet de montrer différentes couleurs. Et Goethe va souvent revenir sur cette idée que, mais enfin, si on mélange toutes les couleurs ensemble, ça ne va jamais donner du blanc. Donc ça paraît assez simpliste, mais n'empêche qu'il va souvent réutiliser ça comme argument contre Newton et les newtoniens. Et là, pareil, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que dans l'esprit de Newton lui-même, cette question n'était pas tout à fait claire, dans le sens où il disait oui, mais si on mélange des pigments de toutes les couleurs, ça donne du gris, donc ça neutralise les couleurs. Donc à la décharge, autrement dit, à la décharge de Goethe, cette question était aussi un point de confusion
dans la théorie de Newton. Donc, pour en revenir à Goethe, c'est pour ça que je parle de pierre de touche dans l'interprétation des phénomènes chromatiques. Voilà, là, de nouveau, donc je remontre... Non, pardon. Voilà, là, on avait les spectres dits partiels. Et en fait, si on rapproche les deux bandes noires et qu'on les rétrécit au fur et à mesure, il y a un moment où on va se retrouver avec le spectre dit complet, qui est vraiment la référence pour Newton. Donc là, on le retrouve là avec le vert au milieu. Et là, on le retrouve là à gauche. On a en haut ce bleu où le bleu clair a été absorbé. Enfin, là, on ne le voit plus. En bas, jaune-orange. Et au milieu, on a ce vert. Et ce qu'on a à droite, c'est le spectre complémentaire où, au lieu d'avoir majoritairement du noir, comme dans la chambre noire, on va avoir surtout du blanc et on va inverser les rapports de couleurs, ce qui va permettre de faire apparaître le fameux pourpre, le rose clair en fait, au milieu. Et bon, ce phénomène était aussi connu par Newton et par les newtoniens, seulement ils n'y accordaient pas une grande importance. Pour eux, c'était vraiment ce spectre-là qui, comme on dit, décompose la lumière blanche du soleil, qui était le plus important. Et Goethe, et c'est là où on voit aussi sa capacité en fait à dire qu'il faut aussi changer de perspective et prendre en compte d'autres phénomènes. Il va beaucoup opposer ces deux spectres pour dire tous les deux sont complémentaires aussi bien physiquement, parce qu'on renverse les rapports entre l'obscurité et la lumière, et ils sont aussi complémentaires chromatiquement. Bon, ensuite, il faudrait expliciter plus longuement le paradigme des couleurs complémentaires, notamment en physiologie, ce sur quoi Goethe a beaucoup travaillé. Mais restons pour le moment avec l'idée de cette complémentarité. Donc voilà, et cette idée qu'il faut prendre en compte tous les phénomènes et pas seulement une partie d'entre eux. Et il va beaucoup reprocher à Newton son unilatéralité, qui prend qu'un aspect restreint des choses et que du coup il ne comprendrait pas la nature des couleurs. Et sur ces deux images, sur les deux images suivantes, on retrouve une représentation cette fois en 2D, en deux dimensions, pardon, de cette expérience dans la chambre noire. Tout à l'heure, avec Newton, on avait une représentation en 3 dimensions. Là, on a une représentation en 2 dimensions. Donc une représentation schématique. Donc là, on voit le rayon de lumière là en bas à droite qui passe à travers le prisme. Donc la représentation est de la main de Goethe. Et là, de nouveau, ce qui va être intéressant de la part de Goethe, c'est qu'il va montrer que suivant la distance à laquelle on place la toile qui va refléter la lumière, eh bien, on voit différentes choses. C'est-à-dire que là, en bas à droite, si on est près du prisme, on va avoir les spectres partiels. Ensuite, on va avoir le spectre total avec le maximum de couleurs. Et ensuite, si on s'éloigne encore, on ne va plus qu'avoir 3 couleurs. Donc là, de nouveau, il y a cette idée. Alors chez Newton, tout est très très précis, très protocolé, et il va vraiment placer la toile à une certaine distance pour vraiment mettre en évidence tel phénomène. Et Goethe va dire, certes, mais moi, c'est l'ensemble du phénomène qui m'intéresse,
c'est cette dynamique du phénomène qui m'intéresse et je veux pouvoir montrer les différentes étapes. Et il fait la même chose avec le spectre dit complémentaire, où il va inverser les rapports d'obscurité et de lumière et mettre en évidence un spectre complémentaire avec ce fameux pourpre au milieu. Donc je vais juste dire un dernier point et passer à la conclusion. Donc, voilà, pour en revenir à ce phénomène, chez Newton et chez les newtoniens, ce verre qui apparaît, on le comprend comme le résultat d'une réfraction et comme le résultat d'une décomposition. Bon, on emprunte ce terme à la chimie, de la lumière blanche. Et chez Goethe, ce verre, se basant sur son ontologie des couleurs, il va l'interpréter comme le mélange, le croisement du jaune et du bleu qui viennent se rejoindre. Donc là, le point très précis que je voulais mettre en évidence, c'est que Goethe a cette prétention d'observer les phénomènes, on va dire, avec un œil nu, en s'étant débarrassé de ses idoles et de ses manières de penser. Mais en fait, lui-même commet cette erreur sans rendre compte, ou du moins sans en prendre compte. Et en fait, il va interpréter ce verre comme le mélange de deux autres couleurs, parce que il va être en quelque sorte, ça va être sa propre idole à lui. Il va être un peu figé dans cette idée que le vert, par nature, est une couleur mélangée. Et pourquoi est-ce qu'il a cette idée si fixe en tête ? Eh bien, tout simplement à cause de la peinture. Parce que quand on regarde du vert sur un arbre, on ne pense pas forcément à une couleur mélangée. Mais quand on a l'expérience depuis de nombreuses années que si avec mes couleurs à l'huile, qu'on mélange le vert, qu'en mélangeant le jaune et le bleu, ça donne du vert, eh bien, ça produit un peu cette idée. En tout cas, c'est ce qui se passe, à mon sens, dans l'interprétation des phénomènes prismatiques de Goethe. Et donc, ça le mène à se contredire lui-même. Donc, j'en viens à ma conclusion. Et juste aussi, rapidement, là, pareil, ça ne serait pas le lieu pour développer cette idée, mais dans ma thèse, je donne une hypothèse, en fait, pourquoi est-ce qu'il... disons qu'il y a une certaine raison, en fait, qui le mène aussi à cette contradiction qui se retrouve plutôt du côté de l'esthétique, parce que cette ontologie des couleurs qu'il a, qui peut avoir un caractère un peu figé, en fait, elle est très importante pour son aspect esthétique. Voilà, ça c'est juste la parenthèse. Donc, en conclusion, je parlerai d'une promesse non tenue dans l'ordre épistémologique. Donc, je vais juste revenir sur 4 points. Donc, d'une part, l'intrication du regard esthétique et du regard scientifique dans les recherches de Goethe. Donc, le phénomène naturel est toujours compris de manière dynamique. Il y a toujours un mouvement, une transformation incessante à l'œuvre dans l'épistémologie de Goethe. Et aussi l'idée, voilà, à la fois l'idée d'une forme originaire, d'une forme matricielle. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'Urphénomène, qui fait écho à l'Urpflanze. Et en même temps l'idée de principes universels comme la polarité, l'intensification, la séparation et l'union.
qui permettent un déploiement organique des phénomènes. Et c'est dans cette vision de la nature que Goethe comprend la Bildung de l'individu. L'homme ne s'oppose pas à la nature, au contraire, il s'y reconnaît et lui fait écho. Le deuxième point, c'est cette sorte de leçon de changement de perspective que donne Goethe. Donc je pense que ça, c'est vraiment sa force, c'est cette capacité à dire un phénomène, on peut le voir de telle manière, mais si on dispose les choses d'une autre manière, on peut aussi le voir de ce côté-là et nous apprendre d'autres choses ou nous le faire considérer de manière différente. Le troisième point, comme je l'ai montré, c'est que cet exemple de la lecture goethéenne des phénomènes prismatiques montre qu'il n'est pas toujours à la hauteur de ses propres ambitions. En tout cas, c'est ce que ma lecture propose de voir. Et enfin, sans être philosophe lui-même, dans le sens où il ne construit pas de système métaphysique, ni ne prétend donner un fondement des sciences, si ce n'est sa foi inébranlable en l'observation directe par les cinq sens, Goethe donne une interprétation philosophique des phénomènes observés empiriquement, méthodiquement, scientifiquement. Il se fait l'interprète de la nature. C'est vrai que chez Goethe, il y a toujours cette idée qu'il y a un langage de la nature, et le chercheur scientifique est un peu celui qui va interpréter ce langage de la nature. Et les principes de polarité et d'intensification en sont un exemple. J'aime beaucoup l'expression de Laurent Van Heyde qui dit que Goethe est une ressource philosophique. Donc voilà, il n'est pas philosophe lui-même, mais c'est une ressource philosophique. Donc voilà, pour Goethe, la découverte de la nature est toujours aussi une découverte de l'être humain dans sa dimension universelle et une découverte individuelle. Elle est donc centrale dans un projet de formation au sens de la Bildung.